Cher, tu me diras quand vous voyez, quand vous arriverez Oui, à oui, voir c'est où bon. on est. Oui, c'est bon, merci. Parfait. Donc, on va parler de formalisation, les étapes, les différentes étapes pour se formaliser. Donc, la formalisation, comme je l'ai dit, reste un élément important dans le développement d'un projet, notamment sur là, les étapes permettent au projet que vous avez d'avoir une reconnaissance juridique, permettent également au projet de pouvoir bénéficier, de se formaliser d'abord, parce que quand on travaille et qu'on a un projet, c'est d'abord se formaliser pour pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences fiscales, reconnaissance juridique. Qui dit reconnaissance juridique forcément parle d'exigence fiscale. Et après, la deuxième chose, c'est que la formalisation ouvre aussi, permet aussi à l'entrepreneur ou à l'entreprise de bénéficier des services d'accompagnement aujourd'hui incitatifs que l'État a mis en place pour pouvoir accompagner le développement des PME, PMI et des startups au Sénégal. Donc, il existe plusieurs types de formes juridiques. Mais avant même de se poser la question de dire je vais me formaliser, il y a trois questions principalement qu'il faudrait voir. Le premier, c'est de prendre en compte le niveau de développement de son activité et faire la corrélation avec la forme juridique la plus adaptée. La deuxième question qu'il faut voir, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de chaque forme juridique. Parce que chaque forme juridique euh, présente des avantages et des inconvénients. Est-ce que ces avantages et ces inconvénients-là, aujourd'hui, il y a plus d'avantages par rapport au niveau de développement de mon activité? Donc, je choisis la forme juridique qui s'y est. Et enfin, la troisième question qu'il faudrait voir, c'est de s'assurer d'avoir toutes les pièces requises et la somme qu'il faut avant de procéder, de lancer la procédure, de s'engager dans la procédure de formalisation. Donc, on a plusieurs types. On a le GIE, le groupement d'intérêt économique. On a l'entreprise individuelle. On a la SARL, la société à responsabilité limitée. On a la SURL, la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Et puis après, on a d'autres types plus ou moins conventionnels, comme la SNC, société en nom collectif, la SAS, société à action simplifiée, société commerciale simple, la SS, et enfin la SA. La SA, plus ou moins, qui concerne ceux qui aujourd'hui créent une société avec un capital minimum de départ de 10 millions. Mais quand on parle très souvent de jeunes entrepreneurs qui démarrent, ils démarrent avec soit avec les formes les plus utilisées que l'on connaît dans l'écosystème, c'est le groupement d'intérêt économique, surtout pour des activités de coopérative, de production agricole et de transformation des produits locaux, d'entreprises individuelles, souvent sur les prestations de services, la SARL, la société à responsabilité limitée, la SUARL et la SAS. C'est les quatre formes qui sont les plus utilisées pour les sites d'entrepreneurs, les startups, et ou du moins même certaines PME qui sont en formule SARL. Donc, on va voir les formes les plus courantes, les quatre, et puis les autres, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Le GIE, est à la base la forme la plus utilisée pour les organisations de base communautaires travaillant surtout dans l'agriculture et la transformation ou dans la vente de services. Elle est plus souple, plus simple, facile d'accès et facile de reconnaissance parce qu'il faut juste établir les statuts, le règlement intérieur, faire un procès verbal et avoir l'ensemble des copies d'identité des membres et un extrait de casier judiciaire pour le président qui date de moins de 3 mois et procéder à la déclaration au niveau de l'APEX. Et il y a un dossier à remplir, ce qu'on appelle la déclaration sur l'honneur qui est à remplir sur place. Après cela, un extrait, il faudra payer des termes fiscaux de 2 000 francs et 65 000 de frais de dossier, dont 35 000 pour l'enregistrement des statuts et 3 000 francs des frais de greffe. Donc, au tout pour tout, moins de 100 000, on pourrait rapidement, en conscient les dossiers que j'ai mentionnés, on pourrait créer un GIE au Sénégal, le groupement d'intérêt économique. Donc, il y a des règles d'or par contre en le créant. Il faudrait bien définir renseigner par saisie les exemplaires des procès-verbaux et du règlement intérieur et des statuts. Il faudrait lister les activités génératrices de revenus sur lesquelles le GIE se concentre, c'est-à-dire les cœurs d'activité du GIE.
C'est de la production ou c'est de la transformation, etc. Il faudrait clairement les identifier dès le départ pour que les membres puissent adhérer et qu'il faudrait fixer, être d'accord avec les membres sur la nature de l'activité à exercer et les montants des uns et des autres. Et pour préciser un nom, le nom et la localisation. Où est-ce qu'aujourd'hui le GIA a son siège? Donc, globalement, c'est ça. Et puis, il faudrait indiquer aussi le montant ou l'apport de chaque membre au GIE, aux cotisations, et tenir régulièrement. Bon, le délai de déclaration, c'est dès l'instant qu'on organise l'Assemblée générale, vous avez un mois. Les un mois qui suivent, vous pouvez déclarer. Si vous restez plus d'un mois, vous devez reconvoquer une Assemblée générale avant de pouvoir déclarer le GIE. Afin d'établir les PV et maintenant constituer le restant du dossier pour pouvoir déclarer les GIE. Euh, les exemplaires doivent être signés en trois, surtout pour les statuts, en trois exemplaires. Et idem pour le procès verbal par tous les membres du bureau. Dès l'instant que cette formalité est faite, vous pouvez procéder à la déclaration du groupement d'intérêt économique, qui est reconnue d'ailleurs, qui est une forme juridique reconnue, assez souple, assez simplifiée, qui permet à l'activité d'avoir aujourd'hui une constitution légale et de pouvoir commencer la production. Maintenant, la production se fait suivant les activités du GIE. Et puis après, quand il y a vente, les membres du GIE, on reverse sur la caisse, les membres du GIE, on sort ce qui a été dépensé et le reste, le surplus ou la valeur ajoutée, ou du moins les marges que le GIE a pu faire, est reversé aux membres selon le nombre de membres et le nombre de participations que les membres, le nombre de souscriptions faites par les membres pour cette activité. Donc, il y a des textes de base, il y a des templates de procès verbaux déjà existants que vous pouvez utiliser et réadapter en fonction de votre activité. Donc, même au niveau du greffe, au niveau du BCE, du Bureau de création d'entreprise, au niveau de l'APEX, vous pouvez vous en procurer et maintenant le réadapter en fonction de l'activité, préciser la nature des activités du GIE et mettre, peut-être s'il y a des articles à repréciser, vous les reprécisez afin de faire la procédure suivante. Donc, la deuxième forme juridique que je voudrais voir, c'est l'entreprise individuelle. Elle est plus utilisée pour les entrepreneurs qui démarrent. Qui ont une activité de prestation de services de production ou qui ont une activité simplement qui vendent leurs services. Donc, elle est très simple aussi. C'est une déclaration à remplir sur l'honneur. C'est une copie du CIN, de la carte nationale d'identité de l'entrepreneur, un extrait de casier judiciaire de temps de moins de 3 mois, un certificat de résidence, plus les timbres fiscaux de 2 000 et les frais du greffe, 10 000 francs, si c'est sans nom commercial. Si vous voulez juste aujourd'hui le faire avec qu'il n'y ait pas de nom commercial. Et 20 000 francs s'il y a un nom commercial. Si vous, par exemple, vous êtes, par exemple, Ousmane Ndiaye, je vois que mon micro est ouvert. Si, par exemple, Ousmane Ndiaye veut dire Ousmane Ndiaye production agricole en entreprise individuelle, il paye 20 000. Donc, ça, c'est les conditions qu'il faut remplir. Et une fois que c'est fait, au niveau du BCE, l'activité est déclarée au niveau du greffe et vous êtes attributaire d'un INEA et d'une régie de commerce au nom de l'activité. Si c'est un nom commercial, ils vont adjoindre le nom commercial dessus et l'entreprise est créée. L'avantage de l'entreprise individuelle, c'est que les parts sociales et le capital et le patrimoine de la personne qui crée l'entreprise individuelle est indissociable. C'est-à-dire que si demain, l'entreprise vous appartient à 100%, vous êtes solidaire à 100% en fait, de l'actif comme du passif de l'entreprise. Si demain, il vous arrive de faire faillite et qu'il y ait saisine, si vous n'arrivez pas à rembourser avec ce que vous avez au niveau de l'entreprise individuelle, on va saisir vos biens pour pouvoir le vendre et enfin rembourser et vous remettre le reste. C'est ça l'inconvénient majeur d'une entreprise individuelle, mais l'avantage, c'est qu'aussi vous êtes seul et aujourd'hui, juridiquement, l'entreprise individuelle est reconnue et vous pouvez exercer. Maintenant, elle est peu fiable aux yeux des institutions financières, notamment des partenaires techniques et financiers, parce qu'il y a un grand risque, parce que c'est une seule personne. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas aujourd'hui
de moins de contrôle accru pour pouvoir vérifier qu'est-ce que l'entrepreneur est en train de faire. C'est pourquoi sur le financement, les gens préfèrent plutôt une SARL, une SARL, une SAS qu'une entreprise individuelle. En tout cas, sur certains montants assez élevés. La deuxième forme juridique qu'on va voir, c'est la SARL, la société à responsabilité limitée. Il y a une loi depuis quelques années, je pense depuis 3 ans. Avant, le capital social de la SARL était à 1 million. Maintenant, le capital social de la SARL est à 100 000 francs. Une loi a été promulguée pour promouvoir l'entrepreneuriat et permettre à tous ces startups PME, PMI de pouvoir se formaliser via la SARL et rendre, il faut dire que là aussi, l'État a fait des efforts pour permettre que la SARL puisse être aujourd'hui accessible et souple pour les entreprises en croissance. Donc, il faut établir les statuts chez le notaire, définir les libellés, le produit de l'entreprise, les produits et services de l'entreprise, faire la déclaration sur l'honneur aussi chez le notaire. Il faut un casier judiciaire, une photocopie des cartes d'identité des membres des CIN des associés. S'il y a apport des associés, le mentionner. Cela devrait se faire aussi chez le notaire. C'est-à-dire que moi, je suis associé, je mets minimum c'est 100 000 francs, je mets par exemple 50 000, l'autre met 50 000, on conçoit le capital social. On décide de dire, OK, on va porter le capital social de l'entreprise à 1 million. À 1 million, moi j'apporte 500 000, l'autre apporte 500 000, on va chez le notaire. Donc ça se fait chez le notaire. Et après, il y a des frais de notarié qu'il faut payer, qui peuvent varier, hein. À l'époque, je pense, minimum c'est 44 000, maximum c'est 60, 80, moins de 80 000. Ça dépend des notaires. Et vous payez la caution, les 100 000 francs, et le notaire s'occupe du reste pour déclarer l'activité et vous revenir avec la déclaration d'activité et les papiers de création, notamment le NINEA et la Régie de commerce. La SURL, troisième, quatrième forme juridique, société unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est un peu similaire à la SARL, mais elle est unipersonnelle. Une seule personne euh, peut la créer et dans laquelle les parts sociales sont détenues par un seul associé. Mais c'est les mêmes conditions que la SARL. L'avantage, c'est qu'elle est individuelle, elle est assez souple dans le management. Et l'inconvénient, c'est toujours la difficulté, ou du moins les difficultés d'accès au crédit. Donc ça, c'est la UCRL. Hormis ces 4 formes juridiques, comme je l'ai dit, il y a les autres formes moins usitées, moins utilisées au Sénégal. La SNC. La SNC, quand même, traditionnellement, elle est utilisée. C'est la société en nom collectif. Société en nom collectif, tout ce que vous voyez aujourd'hui comme Ndiaye et frères, Kandji et frères, Mboup et frères, c'est des SNC. Là aussi, la déclaration se fait chez le notaire. La SAS, Société Action Simplifiée, est encore plus souple dans le management, assez similaire à la SARL. Là aussi, la déclaration, vous suivez la procédure chez le notaire pour pouvoir la constituer. Et enfin, on a la SCS euh, et la SA, la Société Anonyme. La Société Anonyme, comme je l'ai dit, le capital social, c'est très souvent les sociétés, les grandes sociétés, les entreprises qui veulent s'implanter, on crée une SA où le capital social est à 10 millions. On peut mettre plus, mais minimum 10 millions. Et on définit les activités de l'entreprise chez le notaire. On définit la part des sociétaires, ou du moins de ceux qui aujourd'hui sont dans le capital, la contribution. Et après, on évalue les frais de création avec le notaire. Et le notaire s'occupe maintenant de la déclaration au niveau du BCE. Et puis, une fois que la déclaration elle est faite, le compte est créé et puis le notaire revient vers les personnes responsables pour pouvoir leur livrer les documents juridiques ou les documents légaux par rapport à la création. En ce moment, l'entreprise commence son exploitation, va chercher en fait les moyens de s'implanter et va commencer son exploitation. Donc ça, c'est les autres formes juridiques qui existent. Alors, avant d'arriver aux questions, je vais terminer par quelques euh, considérations, hein. Pourquoi
C'est vrai que toute forme juridique a des avantages, a des inconvénients, mais les avantages pèsent plus si on raisonne en termes aujourd'hui de procédés, d'accompagnement aujourd'hui que les structures d'accompagnement offrent à des entreprises formalisées. Quand vous êtes formalisé, vous avez la reconnaissance des différentes entités qui accompagnent la promotion et le développement des entreprises au Sénégal. Quand vous êtes, quand vous êtes formalisé, vous avez la possibilité de bénéficier des services afférents à l'accompagnement, Not- n- notamment la mise à niveau, les services de mise à niveau, notamment les services aujourd'hui liés à l'allègement fiscal avec les impôts et domaines, notamment aujourd'hui les services d'exportation. Si vous devez exporter des produits, la CEPEX est là. Il y a toute une panoplie aujourd'hui de procédures de promotion de l'exportation. Vous pouvez participer au salon, vous pouvez participer aux foires. Si vous voulez aller devant, si vous devez aller dans des foires au niveau international, il y a aussi des possibilités que ces structures-là vous accompagnent, qu'offrent. Surtout aussi quand vous faites face à des difficultés et qu'il y a, par exemple, un mécanisme d'accompagnement des entreprises qui sont en difficulté. Je peux prendre l'exemple du Fonds Force COVID-19, récemment après COVID. Ceux ce qu'on a appris et qui ont bénéficié de ces allègements-là ou de l'accompagnement de l'État, c'était ceux-là qui sont formalisés. Quand aussi vous avez un besoin ponctuel sur la mise à niveau technique, avec les services qui s'occupent de la mise à niveau technique, notamment la DPME, le bureau de mise à niveau, la bonification, les procédures aujourd'hui d'investissement, une partie prise en charge ou supportée par l'État grâce au programme de mise à niveau, c'est qu'à la base, il faudrait être une entreprise formalisée, une entreprise aujourd'hui qui est redevable et qui a au moins contribué fiscalement, fait face à ses engagements, ou du moins honore ses engagements au niveau fiscal annuellement. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez revenir pour demander que l'État vous accompagne. Donc, en gros, la formalisation elle est importante, elle est clé pour le développement d'une activité. Et pour pouvoir le faire, il faut bien regarder, bien voir le développement, le niveau de développement de son activité et aussi voir sur les différentes formes juridiques qui existent, quelle est la forme juridique la mieux adaptée par rapport à son activité. Je démarre, par exemple, une activité, peut-être que je vais démarrer en GIE ou je vais démarrer en une entreprise individuelle. Maintenant, au fil du temps, quand l'activité se structure et que je commence à avoir des parts de marché, je me développe, en ce moment, je décide d'aller sur une SARL. Je démarre où je démarre avec une SARL, je fais aujourd'hui un niveau de chiffre d'affaires, mais à un moment donné, j'ouvre le capital social. Je veux plus d'investissement, je cherche d'autres associés. Il faut peut-être passer de la SARL à une SA. Et en ce moment, il faut aller faire la procédure d'ouverture de capital social au niveau d'une banque, identifier les actions à prendre et permettre à d'autres associés de rentrer dans le capital. Donc, la forme juridique va changer. Ça va aller vers une société anonyme. Donc, voilà globalement les quelques conseils que je voulais donner rapidement sur aujourd'hui la formalisation, les étapes de la formalisation, son importance et qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte avant d'y aller. Je vais m'en arrêter là et puis on va prendre les questions et réponses s'il y en a dans le groupe. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Cher. Merci beaucoup Pape, pour la présentation. Donc, on a bien noté tous les avantages liés à la formalisation. Donc, on a noté la mise à niveau, l'allègement fiscal, les services de promotion de l'exportation, les immersions à l'international. Tout cela, donc, toutes ces choses que les entrepreneurs peuvent bénéficier s'ils sont formalisés. Donc, cela peut servir de transition à la discussion. Donc, si vous avez des questions liées à la présentation, vous pouvez juste lever la main, comme ça, on va organiser les prises de parole et on va échanger. Il y a Adja Aminata Meng, vous désirez prendre la parole. Vous parliez de SCS.
Oui, bonjour. Effectivement, parce que il a brossé en fait pour les autres sociétés, mais il n'a pas vraiment développé pour SS. Donc, je voulais savoir si c'était une forme juridique qui était appliquée au Sénégal et qu'est-ce que ça signifiait, ainsi que les avantages et inconvénients. Merci. Merci. Alors, si c'est une forme juridique qui est existante au Sénégal, la société à commandite simple, elle est généralement choisie par des personnes qui souhaitent créer une entreprise, mais ne possédant pas les fonds nécessaires pour réaliser leur projet. Donc, la SS pallie à ce manque de financement-là. Elle opère en une distinction de deux types, les associés commanditaires et les associés passifs, agissant comme des apporteurs de capitaux. Donc, elle aussi se crée au niveau du notaire, c'est-à-dire qu'on a deux types d'associés dans le cadre du SAS. Les associés commanditaires, c'est ceux-là qui sont à l'origine de la création de l'activité, mais qui n'ont pas les fonds, qui ne mettent pas les fonds, ils sont dans les statuts. Et les associés passifs agissant comme des apporteurs de capitaux aux associés commandités. En ce moment, la répartition, l'investissement est fait, le capital social est bouclé. Et après, les associés passifs et les associés commandités discutent du mode de revenu sharing, c'est-à-dire que comment aujourd'hui, si l'entreprise travaille et fait de la valeur ajoutée, à quel taux, à quel pourcentage ils vont se partager euh, les marges en fin d'année après avoir fait le bilan annuel. Donc, l'ASS existe très rarement, pas beaucoup, hein, mais ça existe. Et le mode de création aussi se fait. Il y a un dossier à remplir chez le notaire. Il faut définir les statuts et les règlements intérieurs et il faut procéder maintenant au paiement des honoraires du notaire ainsi que le montant qu'il faudrait verser pour le capital social. Et en ce moment, le notaire fait le reste. On a aussi Merci. on a aussi une question de Ibrahima Diakhaté. Ibrahima Diakhaté, vous pouvez prendre la parole. Ibrahima, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Ok. Je peux prendre la parole? Oui, oui, bien sûr. Une seconde. Bonsoir à tous. Merci Bonsoir. beaucoup à l'USAID pour ce webinaire et au présentateur pour cette brillante exposé. Moi, j'avais deux questions, hein. La première est quels sont les éléments déterminants pour le choix du statut juridique? La deuxième est, par exemple, pour une entreprise agricole, quelle est la meilleure forme juridique? Merci beaucoup. Oui, les éléments déterminants, merci Ibrahima pour les deux questions pertinentes. Les éléments déterminants pour les statuts juridiques, c'est de voir d'abord l'objet, de bien définir au niveau de l'objet quelles sont les activités que l'entreprise va faire. S'il y a des contributions des associés sur le capital social, ces contributions seraient à d'ordre. Quels seraient les montants que les associés devront mettre? Chaque associé qui met, par exemple, 500 000, il s'attend, par exemple, en fin d'année, lorsqu'on aura les marges nettes, un pourcentage de rémunération. Ce serait combien? Il faut bien discuter avec les associés sur la constitution du capital en elle-même et les attentes. Et la dernière chose qu'il faudrait voir au niveau des statuts, c'est le règlement intérieur. D'habitude, le règlement intérieur, l'organe, en tout cas l'ossature de base, pour certaines formes juridiques, elle est déjà là. Par exemple, pour la SARL, il faut des commissaires aux comptes. Il faut des associés. Il faut, après que les associés nomment l'équipe dirigeante. Si un des associés n'est pas directeur, il faudrait après que les associés puissent se réunir pour pouvoir nommer le bureau ou l'organe exécutif. Et ça, c'est les statuts déjà vous donnent, vous guident, vous donnent les éléments à avoir de base. Maintenant, après, il peut y avoir des agréments, il peut y avoir des plus sur lesquels vous, en tant que fondateur, vous discutez dès le départ pour être d'accord avant d'aller chez le notaire. Ça, c'est fondamental et crucial. Et vous tombez d'accord. Et pour éviter que demain, quand l'activité
commence à générer des revenus, qu'il y ait des difficultés de compréhension d'ordre sur comment l'organisation devrait être ou sur comment la répartition devrait être avant même d'avancer. La deuxième question par rapport à l'activité agricole, ça dépend des niveaux. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux questions qu'il faut prendre au départ. Le dimensionnement de l'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une entreprise jeune qui démarre en position de seed ou de start-up? Quelle serait la forme la plus adéquate? Je n'ai pas assez de ressources, peut-être que je vais aller sur une SARL. C'est pourquoi d'ailleurs l'État a fait l'effort de ramener le capital social de la SARL de 1 million à 100 000 francs. C'est pour alléger et permettre à beaucoup de jeunes de startups qui aujourd'hui commencent d'avoir accès à la formalisation sur une bonne forme juridique. Si vous êtes une grosse entreprise agricole qui exploite des hectares, qui fait 15, 20, 30, 40, 100 hectares, vous avez de l'investissement qui dépasse les 10 millions, 15, 20 millions ou plus. Vous avez de l'ambition de commercialiser à grande échelle, il faut aller sur une SA, vers une SA. Mais si vous faites moins, il faut peut-être aller vers la SARL. Si vous êtes seul et que vous démarrez, par exemple, le cas d'un jeune qui est seul, qui démarre une petite parcelle d'un hectare, 2 hectares, peut-être qu'il n'a pas besoin au départ d'une SARL, mais plutôt d'une entreprise individuelle pour pouvoir commencer, exister juridiquement et commencer. C'est pourquoi je disais, il faut d'abord prendre en compte la taille de l'organisation, les éléments, les extrants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des associés qui ont manifesté leur intérêt à être dès le départ dans le capital social, dans la chose. Et enfin, maintenant, en fonction de ça, pouvoir dire, OK, parmi les formes juridiques qui existent, cette forme juridique est assez souple et colle mieux à notre réalité, donc on va aller vers ça. Donc, et là, le rôle des conseillers juridiques, bon, le rôle aussi on les appelle des conseillers juridiques au niveau des CAI, des chambres de commerce, des chambres consulaires, au niveau des régionaux et départementaux pourront vous aider, pourront vous orienter. Si vous êtes à Dakar au niveau national, rendez-vous déjà au niveau du BCE, du Bureau de création des entreprises au niveau de l'APEX. Ils pourront aussi vous orienter, vous dire en fonction de votre activité, voici peut-être la forme juridique qui collerait mieux à votre activité et ainsi vous décidez. Merci. Merci beaucoup, Pape, pour les éclaircissements. Code de Yok, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde et merci. Et merci à vous de votre présentation. Et j'ai des questions concernant la création de coopératives. Et quels sont les inconvénients et la création d'une coopérative? Vous m'entendez bien? Allô? Oui, on vous entend. OK. Et qu'est-ce que entre la société et coopérative aussi, la différence entre société et coopérative, et quels sont les avantages de la coopérative? Merci. Ah, OK, mon micro est ouvert. Merci, Codé. La coopérative est un regroupement de membres qui décident de s'unir et de développer une activité génératrice de revenus et qui sont solidaires sur l'actif comme le passif de l'entreprise. On peut l'appeler une entreprise, elle est reconnue et qui décide maintenant de bâtir, de définir les statuts, de définir les types d'activités et de faire la mise en place, en fait, de porter sur les fonds baptismaux la coopérative. Elle est reconnue, on lui attribue une régie de commerce et un INEA afin de permettre à la coopérative d'exploiter. Maintenant, la coopérative a la particularité d'être associatif et solidaire et permettre aux membres, à ses membres de pouvoir mener une activité génératrice de revenus et après de pouvoir se partager les marges. Je pense qu'il y a quelqu'un son micro est ouvert, donc s'il peut juste fermer son micro, pour ceux qui ont leur micro ouvert. Donc, alors, enfin, je disais permettre à ses membres de pouvoir se partager les marges nettes que la coopérative ferait à l'issue, par exemple, d'une campagne. Elle est reconnue, mais je conseillerais mieux si vous avez les entités de base et qu'aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut, d'aller directement vers une SARL qui a
une vocation beaucoup plutôt orientée business et qui est plus fiable aux yeux, en tout cas, des partenaires financiers. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la SARL, vous avez un organe de contrôle, vous avez un organe décisionnaire qui se réunit et vous avez un organe exécutif qui est nommé et que aujourd'hui, on se dit il y a séparation des tâches et un contrôle et on est plus à l'aise en tout cas de faire confiance à ce type cette forme juridique qu'une coopérative qui est purement solidaire et associative, même s'il est reconnu. Merci beaucoup, Pape, pour ces réponses. Monsieur Ndiaye Bara. Oui, bonjour à tout le monde et merci à Pape pour la présentation et au projet USAID Entrepreneurship. Peut-être la question principale que je voudrais qu'on puisse réfléchir, c'est bien par rapport à toutes ces formes juridiques. Mais pas moi, la problématique que j'ai, c'est par rapport au coût. C'est-à-dire au coût de transaction pour se formaliser. C'est-à-dire qu'on parle de la formalisation depuis des années au Sénégal. Dans le dernier recensement général des entreprises que j'ai, on a presque 407 000 et quelques 882. Les entreprises individuelles, on dit que c'est 82,3%. Je lis, hein, j'ai ça ici. Et ils sont majoritairement dans le secteur informel. Tout à fait. Oui. Mais de changer. Mais ça, le problème, moi, pas. C'est vrai que j'allais le Wolof des fois en français. Hein. Oui, mais on peut faire en Wolof aussi. Non, Français, Wolof. Moi, je suis pour ça. C'est-à-dire, comment nous, on peut réfléchir à un environnement qui nous permet de pouvoir créer des entrepreneurs dans chaque contrée du Sénégal, des champions, et en misant sur la jeunesse, alors que la jeunesse, comme vous dites, c'est déjà, les jeunes, c'est un risque. Un jeune qui, je prends l'exemple, hein, des fois, de Medina Yoro Fula, MIF. MIF, ouais. Un jeune qui est à MIF, qui veut créer son entreprise individuelle. Presque il n'a rien. Ou bien il a de MIF jusqu'à Kolda, il doit aller jusqu'à Kolda. Parce que les chambres consulaires dont vous parlez, j'ai travaillé avec les chambres consulaires, elles n'ont pas de représentation au niveau communal, au niveau de certaines communes, au niveau des contrées. Passe aller-retour, presque peut-être 10 000 dem na. Mu yóbbaale 35 000 minimum pour entreprise individuelle. Vous demee peut-être, il nous faut peut-être 1 mois, des fois, pour avoir son registre de commerce et linéaire. Ce gars-là, peut-être, il a une très bonne idée et il veut démarrer, mais il a des problèmes. Il ne veut pas démarrer. Belle chose, par exemple, pour vous dire que les coûts de transaction sont très élevés, il faudrait peut-être qu'on puisse réfléchir et travailler sur ces coûts de transaction-là. Comment les diminuer pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir démarrer. Comme vous dites. Par exemple, les femmes transformatrices avec qui peut-être j'ai eu à travailler, par exemple, dans la région de Kaolack, etc. Une femme transformatrice qui fait du tchéréniébé, etc. Elle a, par exemple, une gamme de 5 produits ou de 6 produits. Vous lui demandez ses coûts pour avoir des frais, parce que la formalisation, encore une fois, du registre de commerce est linéaire. Tout à fait. Des fois, quand on entend les gens, on limite ça à registre de commerce linéaire. Alors, ça dépasse cet entendement-là. Une femme transformatrice qui a 5 produits, par exemple, pour un frais, il faut que je produit de Kaolack jusqu'à Dakar, avec tous les risques que ça peut prendre. Ça lui fera presque un minimum de 150 000 francs pour chaque produit. Parce qu'il nous faut des échantillons pour chaque produit, etc. etc. Pendant ce temps-là, par exemple, on lui met ensuite ben frais, c'est provisoire, je ne sais pas, avant de voir le ticket. Pendant ce temps-là, elle doit produire, elle doit vendre. Tout à fait. Il faut que nous demande Dakar, des fois, etc., aller-retour, etc. Tout ça, c'est des coûts de transaction qui sont assez importants pour les entrepreneurs, pour les jeunes entrepreneurs surtout. Pour déjà les entrepreneurs
spécifiquement quand je parle des femmes transformatrices avec qui que j'ai côtoyé, mais c'est très difficile pour avoir des freins. En plus de ces freins-là, pour avoir accès au marché, par exemple, de certains kits, mais il faut avoir des codes barres. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est la formalisation. Je suis, Avant, je- juste que truc d'aspect pour aller dans les foires, etc. Tout ouais, ça, c'est très c'est difficile la des forme. femmes. Et souvent, Je- elles sont seules. Elles sont seules. ouais. On comprend ce Donc, voilà un plaidoyer-là. peu pour moi l'idée, Mm. et la réflexion pour moi dans les prochaines années, ou bien avec les projets comme USAID, entrepreneurs, avec tous les autres projets, toutes les parties prenantes, les chambres consulaires, le secteur Clair, privé. Comment tout faire à en fait. sorte véritablement pour avoir un environnement qui permet de pouvoir booster un peu le secteur entrepreneurial au niveau du Sénégal en mettant le focus sur les jeunes, parce que tout le monde met le focus sur les jeunes. Il faut que les jeunes entreprennent. Mais on veut aussi que, à l'image des autres pays, que ce soit la France, ay beurre de xawma lan ngay dégg, mais c'est des petits villages. Tout à fait. Par exemple, des fromages du terroir, etc. Mais Mm. ça, tu ne peux pas l'avoir sans un environnement propice qui permet à tous ces gens-là de pouvoir, sans parler maintenant de ces histoires de fiscalité qui sont très difficiles. Tu peux payer Tout à ma fait. fiscalité, par exemple, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Etc. Vous parlez tout de suite de qui, mais est-ce qu'on peut ne pas, comme on est dans une société numérisée, avec maintenant avec mon smartphone, pouvoir payer directement mes qui sans pouvoir me déplacer à Dakar. Mais si tout se fait à Dakar, il faut que je me déplace à Dakar. Moi qui suis à Medina, pour aller jusqu'à Dakar, il me faut presque 10 000 francs, aller-retour, etc. En plus Mm. de l'immobilier fof. Mm. Donc, c'est ça un Je, peu je, 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 de je transaction. partage, je Et partage, c'est ça qu'il faut oui, essayer de réfléchir en réfléchir. tant Je que partage, projet, en doyen tant que... Bara, tout à fait Voilà. vos remarques, hein, et c'est très pertinent, c'est très pertinent sur ce que moi j'appelle les difficultés d'ordre structurel, qu'on devrait plutôt, comme tu l'as dit, hein, travailler avec les autres acteurs et alléger, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les partenaires comme l'ADER, Sénégal Service, qui a mis des guichets pour des pôles emploi où Pour l'emploi, oui. 47 départements euh, où il y a des pôles emploi où les gens peuvent se rendre et se formaliser rapidement, avoir accès au guichet unique. Ça ne suffit pas parce que quand je reprends l'exemple que tu as donné d'un entrepreneur qui quitte Medina Yoro Fula pour venir à Kolda, déjà c'est un coût. Si on lui demande maintenant de payer 20 000 francs, plus maintenant les timbres, ça lui fait mine de rien, à son aller-retour, plus les timbres, ça lui fait un montant, alors qu'il est entrepreneur individuel, il n'a pas assez de moyens, il vient de démarrer. Donc, je pense que euh, je suis d'accord avec toi que c'est un travail que les acteurs de l'écosystème, les différentes parties prenantes devraient encore mieux réfléchir pour voir comment aujourd'hui rendre les services beaucoup plus accessibles. Comment aujourd'hui permettre à des entrepreneurs qui sont assez éloignés de pouvoir bénéficier de ces services-là en moins de coûts, aussi en un gain de temps. Je prends l'exemple des autorisations FRA, très difficile parfois pour nos braves mamans dans la transformation. Il faut prélever le produit, il faut l'amener au laboratoire. En échantillon, il faudrait qu'on teste, il faudrait qu'on vienne voir, visiter le local de production pour la conformité avant de délivrer l'autorisation. Donc, tout ça, aujourd'hui encore, c'est des goulots. C'est des goulots d'étranglement, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre pour faciliter l'accès, notamment les services étatiques, les partenaires et projets au développement que nous sommes, nous, USAID. On essaie, quand on accompagne des entrepreneurs dans différentes localités, de voir à la fin comment nous-mêmes, parfois, on peut faciliter l'enrôlement et comment on peut les aider à avoir accès à ces services-là. Mais je suis d'avis qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur un parcours cohérent, sur une chaîne d'intervention mieux alignée, afin que ces services puissent, les entrepreneurs qui sont assez reculés, suivant différents niveaux, puissent avoir accès à ces services-là de manière intelligente. Et des efforts sont consentis. Des efforts sont consentis. Moi, j'ai vu dernièrement le dispositif des pôles emploi, qui est encore plus près dans certaines zones, dans le Kolda, dans le Kédougou, jusqu'à Saraya, Salemata,
où aujourd'hui ils sont implantés, où l'entrepreneur n'a plus besoin de quitter Saraya pour venir à Kédougou, mais à Saraya même, il peut trouver un dispositif. Je pense que si on augmente ces genres d'initiatives-là, on peut pallier à ces difficultés-là d'ordre structurel que les entrepreneurs ont. Et on le partage avec vous. Maintenant, je suis d'avis que la formalisation, ça va au-delà des aspects juridiques. Tout ce qui est aujourd'hui normalisation, l'obtention du FRA, du code barre, jusqu'à la certification rentre dans la formalisation. Au-delà de ça, comment aujourd'hui, si je veux exporter sur les marchés européens, sur les marchés américains, il y a des normes qu'il faut respecter. Ça va jusqu'à cette partie-là. Et ça prend en compte tous ces éléments-là. Mais toujours est-il que la porte d'entrée, c'est d'abord juridiquement de pouvoir faire jouir à l'entreprise une reconnaissance juridique, et maintenant travailler sur les autres aspects pour pouvoir améliorer la production et afin de pouvoir faciliter la commercialisation. Donc moi, cher, c'est ce que j'avais à partager sur cette question, mais je suis d'accord avec le doyen qui a des efforts à faire à ce niveau-là. S'il y a d'autres questions, peut-être on va les prendre. Merci. Oui, et en fait, on va donner la parole à Maïmouna Diop et Ousmane Ndiaye, mais juste avant ça, il y a des questions qu'on a reçues dans la boîte de conversation venant de Lalia Nyon. Elle demandait, avec une salle, comment est-ce qu'on procède à l'ouverture du capital avec une SARL? Avec une SARL, il faudrait se rapprocher chez le notaire pour consigner déjà l'envie de réouvrir le capital. Et puis, il faut avoir une banque collectrice, notamment si vous avez une banque où le compte de l'entreprise est domicilié, cette banque peut être collectrice, et décider à valoriser la part d'action. Et en ce moment, les souscripteurs pourront se rapprocher de la banque pour faire le nécessaire. Et une fois que l'opération, ça a une durée, ça a un délai, une fois que l'opération est terminée, c'est clôturé, le notaire reprend en fait le dossier pour pouvoir procéder à la mise à jour en fait de la déclaration. Et il y a Mohamedou Lamine Bara Diagne qui demandait s'il y a une société semblable à la SAS, mais qui est unipersonnelle. Si oui, quels sont les avantages et les inconvénients? Pas à ma connaissance, hein. Pour le moment, on a la SAS, on a la SARL, on a la SUARL, on a la SNC. Et voilà. Mais la forme, en tout cas, de l'expérience, de l'analyse, en fait, des données qu'on a sur l'écosystème, les formes juridiques les plus représentatives, c'est l'entreprise individuelle, comme le doyen l'a dit, à peu près à 80%. Après, on a de plus en plus des SARL et des SAS depuis ces 2 dernières années. Oui. Et il y a César Diédhiou aussi qui nous a rejoint. Lui, il veut il veut un conseil parce qu'il dit que son activité est spécialisée. Il est dans la collecte et le traitement de déchets. Donc, il voudrait savoir la forme juridique pour commencer ses activités. Est-ce qu'une seule personne peut créer une SARL? Et la question aussi qu'il nous pose. Une seule personne peut créer une SUARL, Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais la SARL, il faudrait minimum 2 personnes. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, il faudrait qu'il regarde la taille de son activité. Est-ce qu'aujourd'hui, il va aller sur un capital social de 100 000? Dans ce cas, oui. Moins de 100 000, c'est une entreprise individuelle. Avec 100 000 francs, il peut ouvrir une SARL. S'il veut, s'il est sûr de l'investissement à grande échelle, avec un montant assez élevé, plus de 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est une SA. Dans ce cas de figure-là, il faudrait se rapprocher du notaire pour pouvoir choisir et puis afin de procéder aux dispositions qui sont requises pour la création. Oui. Donc, il y a les deux dernières questions qu'on va prendre de la boîte de conversation avant de donner la parole à deux autres intervenants, comme on s'approche de la fin du temps alloué. Donc, c'est Ibrahima Diakhaté qui demandait, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut est-ce qu'on peut payer moins d'impôts? Si je comprends bien, est-ce qu'on peut payer moins d'impôts? Euh, pour le choix du statut juridique, il faut se poser deux questions. C'est une contribution. Est-ce Mhm. qu'on peut payer moins d'impôts? Est-ce qu'on veut rassurer les partenaires? Oui, sur le choix du statut juridique, je comprends ces contributions parce que se formaliser et aussi faire face à des engagements, comme je l'ai dit, en fin d'année d'exercice. Maintenant, en fin d'année d'exercice, on doit faire sa déclaration fiscale, on doit payer les impôts
Si on est formalisé, on le fait, on déclare, et puis sur la base de la déclaration, les impôts nous donnent le montant à payer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a même un simulateur d'impôt qui a été développé par la DGID, qui permet en fin d'année, rapidement sur la plateforme, de faire sa déclaration et d'avoir le montant à payer et de se rapprocher du centre de service fiscal le plus près. Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit on accepte de payer moins. Si on juge qu'aujourd'hui on veut payer moins, je pense qu'il y a des allègements. Il y a l'impôt minimum forfaitaire. Il y a l'impôt minimum forfaitaire, mais on peut aussi demander un moratoire. Si on juge qu'aujourd'hui, les recettes qui ont été faites sur l'année d'exercice ne sont pas assez conséquentes pour payer le montant que les impôts demandent. Il y a toujours des cas de figure de négociation laissés à l'appréciation des impôts et domaines sur la fiscalité. Et ça aussi, l'entrepreneur doit être au courant. La deuxième chose, oui, si vous n'êtes pas formalisé, malheureusement, vous n'êtes pas crédible aux yeux de partenaires techniques et financiers, que ce soit nationaux ou étrangers, parce que quand ils viennent, ils veulent faire des joint ventures ou travailler avec vous. La première question qu'ils posent, mais est-ce qu'aujourd'hui, juridiquement, l'entreprise existe? Parce qu'il y a des gages qu'il faut avoir dès le départ. C'est pourquoi on pousse les gens à au minimum se formaliser, à tenir une comptabilité saine durant l'année d'exercice et en fin d'année à faire sa déclaration pour avoir le quitus fiscal. Ce qui permettrait à l'entreprise demain de dire, OK, moi, je suis réglo. Je paye mes impôts, je suis formalisé, je suis comment dirais-je, je suis en bonne relation avec suivant les engagements que j'ai. Maintenant, je peux demander tel ou tel type de service. Ça, c'est aujourd'hui l'importance de se formaliser. Mais toujours est-il que ces deux questions-là reviennent sur la table quand on va commencer à exploiter. Oui, merci beaucoup, Pape, pour tous ces éléments de réponse apportés, hein. On va prendre maintenant Maïmouna Diop, après c'est Ousmane Ndiaye et on va finir par Jean Bey. Allô, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Allô. Ok, merci. Merci à USAID pour cette initiative et aussi merci à monsieur le présentateur. La présentation a été très intéressante et aussi utile. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'une association ou bien un mouvement, ces formes juridiques que vous aviez citées sont adaptées pour une association ou bien un mouvement? Merci. Merci. Si c'est une association, il faut un récépissé. C'est plutôt à but non lucratif. L'association de base, elle est à but non lucratif et elle sollicite, elle fait une procédure et sollicite un récépissé pour être reconnue juridiquement afin d'exercer, afin de délivrer les activités qui sont mentionnées dans l'objet de création de l'association. Maintenant, si l'association plus loin veut aller porter une entreprise, développer une entreprise ou une activité génératrice de revenus, une activité économique, l'association doit choisir une des formes juridiques. Un GIE, une SARL, une SAS ou une SNC et procéder à l'ouverture et déclarer l'activité. Dans ce cas, on dit qu'il y a un social business, il y a un business social. Au départ, c'était une association à but non lucratif, mais ils ont décidé de développer tel ou tel type d'activité commerciale génératrice de revenus. Donc, ils ont procédé à l'ouverture d'une entreprise dénommée temps, suivant la forme juridique qu'ils choisiront. Et ça permettrait à l'association d'avoir à côté une entité économique qui fait des activités et qui génère des revenus. Mais en tant qu'association, de base, si on dit association et mouvement, c'est à but non lucratif. Merci beaucoup, monsieur Ba. Oui, Ousmane Ndiaye. Bonsoir tout le monde, bonsoir Pape, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, je vais peut-être aborder, comme l'a dit monsieur Bara, sur la difficulté de la formalisation. En fait, il y a énormément de mécanismes que l'État a mis en place, ça c'est vrai. Il y a énormément d'agences qui aident les entrepreneurs à la formalisation. Maintenant, moi, j'entends souvent Pablo l'évoquer parmi ces postes et autres. Il faudra, je le pense bien, revoir le parcours de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a des mécanismes qui sont là, mais qui essayent de faire, mais qui peut-être
ne comprennent pas le parcours de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a des difficultés que les entrepreneurs rencontrent. Et ces difficultés-là, voilà, c'est des difficultés réelles et objectives sur le terrain. Peut-être c'est sur l'énoncé de la problématique que les agences d'accompagnement font est un peu différent de ce qui est sur le terrain. Par exemple, quand quelqu'un veut, il y a un coût très énorme pour la formalisation. Maintenant, si quelqu'un décide de ne pas se formaliser, il y a énormément de choses qu'il ne peut pas avoir. Maintenant, s'il décide de se formaliser, il y a également un coût qui peut d'ores et déjà plomber son business. Par exemple, quelqu'un comme l'a dit Pape, quelqu'un qui veut créer une entreprise, peut-être qu'il est parti sur une SARL, il fait le NINEA, il fait le registre de commerce. Ça déjà, chez le notaire, c'est à peu près dans les 200 000. Ensuite, il va aux impôts et domaines pour faire sa déclaration d'existence. Là aussi, il a peut-être dans les 15 000 à payer. Et aussitôt, on lui fait un CLVA, je ne sais pas, c'est... Ousmane, on ne vous entend plus. Hein? Ouais, on a un peu perdu la fin. Ouais. Mais je pense qu'il revient sur les difficultés d'ordre Ouais. structurel que je disais, dont je faisais allusion tout à l'heure, notamment les coûts liés à la création, les coûts... Oui. Business de... Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend, oui. Voilà, c'est énormément de difficultés qui peut plomber le business de l'entrepreneur. Donc, je pense que ce sera peut-être une contribution, peut-être ce sera un coup de gueule au niveau des impôts et domaines de donner un allègement fiscal pour ces entrepreneurs qui viennent de démarrer, peut-être qui ont commencé qui viennent de commencer dans l'année et qui, peut-être dans les 3 ans à venir, qu'ils bénéficient au moins d'un allègement fiscal qui permette en tout cas parce qu'en fait, si cet allègement fiscal-là, c'est bon pour l'entrepreneur, mais également c'est bon pour les impôts et domaines à l'avenir. Parce que si, par exemple, une entreprise paye des impôts la première année et que la deuxième année, elle ne peut pas payer, il vaut mieux que lui laisser de ne pas payer les 3 années, ensuite de lui permettre de payer les 10 années qui viennent. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà, ça, c'était une contribution. J'ai aussi entendu une question qui dit, par exemple, que pour la SAS, sous forme sous forme du modèle de la SURL, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ça, c'est mon cas. C'est la Société par action simplifiée, mais unipersonnelle. On parle de SASU, de la SASU. Donc, ça existe. Et c'est pour la SAS sous forme de, voilà, avec, pour une seule personne, quoi. Donc, c'était ça mes contributions. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Pape qui est un mentor pour moi, voilà, et que je suis beaucoup depuis, voilà. Donc, merci à tout le monde. Okay. Merci Ousmane. Donc, je pense que la dernière question nous viendra de Jean Bailly. D'accord, bonjour. Bonjour. Je commence d'abord par vous remercier par rapport à cette meeting dans lequel aujourd'hui plusieurs informations ont été relatées et que ça sera aussi bénéfique pour tout le monde. Mais bon, moi je viendrai du côté où aujourd'hui, moi je comprends pas. Peut-être je vais faire un petit hors-sujet, mais c'est dans le cadre de bien comprendre. Aujourd'hui, on demande aux entrepreneurs. Les entrepreneurs veulent aussi se formaliser. C'est tout à fait normal. Maintenant, ces entrepreneurs qui veulent se formaliser aujourd'hui, c'est-à-dire c'est comme un nouveau-né par rapport à la fiscalité du Sénégal. Ils veulent contribuer. Maintenant, cette entreprise-là, cet entrepreneur-là, ses besoins par rapport aujourd'hui pour vivre et tout ça, l'État ne participe pas par rapport à ça. Vous me direz que des organismes ont été mis en place pour cela. Il y a le FONGIP, il y a le DER, il y a tel. Tout à fait bien. Mais malheureusement, cela ne contribue aucunement aujourd'hui à l'avancement des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont des occasions rares, comme ceux que vous avez organisés aujourd'hui, pour se former, se formaliser et avancer. Mais malheureusement aujourd'hui, l'accompagnement dont on parle là, ça nous vient d'où?
Qui accompagne qui? Qui fait quoi? Peut-être que vous allez me répondre, vous allez me dire que non, il faut aller vers l'information, vous allez vers comment dirais-je, DER, FONGIP, vous allez avoir les informations. Mais malheureusement, on est allé voir tous ces gens-là dans le but d'entreprendre, dans le but de créer un emploi pour nous et pour les autres. D'accord? On est allé même jusqu'à vouloir même contribuer aujourd'hui par rapport à la fiscalité de notre pays, en se formalisant. Maintenant, nous, les entrepreneurs, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on fait tout. Celui qui est censé nous aider ne nous aide pas, mais il s'attend toujours aujourd'hui à ce qu'on lui donne de l'argent, on lui reverse de l'argent. Parfois même, on a un problème pour aller avoir un client de lui. Un entrepreneur qui vient de démarrer, qui a sa quittance fiscale et tout ça, il demande parfois des marchés, il ne les a pas. Il n'a pas ces marchés, on ne octroie pas ces marchés-là, soit disant qu'il manque d'expérience. Donc moi, je souhaiterais aujourd'hui qu'on nous réponde ou bien qu'on nous indique aujourd'hui par rapport à cette question-là, par rapport à cette question que tous les entrepreneurs se posent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème-là? Parce que se formaliser aujourd'hui, c'est tout à fait bien, tout à fait normal, d'accord? Mais rares sont les entrepreneurs aujourd'hui à qui tu diras, va te formaliser, ils te diront, oui, je vais me formaliser. Non. Plusieurs entrepreneurs ne veulent pas se formaliser parce que c'est dans l'informel qu'ils trouvent aujourd'hui leur gain. Tu vas à Mbebes, tu vas à XY, mais à Mbebes, il y a tellement de liquides qui circulent là-bas. Ils ne sont pas formalisés. Il y a ceux qui achètent des caoutchoucs, whatever. Donc, moi, je souhaiterais aujourd'hui qu'on nous apporte des éclaircissements par rapport à ça, d'accord, même si ce n'est pas le sujet, mais au moins qu'on sache, nous, les entrepreneurs qui voulons nous formaliser et être réglo, à quoi est-ce que nous devons nous attendre, en fait? Quelle est la part de l'autre? C'est-à-dire, quelle est la part de ce gouvernement, ou bien de cet État-là, ou bien de cet organe qui est censé aujourd'hui nous épauler et qui n'est pas là? Donc, c'est ça ma problématique à moi et je souhaiterais avoir des réponses par rapport à ça. Et je sais qu'il n'y a pas que moi, il y en a plusieurs qui voudraient avoir des réponses par rapport à ça. Merci beaucoup, j'aimerais pas monopoliser la parole. On invite au webinaire avec la DER du 24 août ou bien... Oui, je pense qu'on va l'inviter. Jean sera invité au prochain webinaire avec la DER. Comme ça, tu pourras parler directement avec les interlocuteurs ou du moins structures étatiques qui ont en charge ces questions-là. Nous, on est un projet de l'USAID dans le G2G et on accompagne les initiatives de l'État du Sénégal dans ce sens pour dire qu'il y a des efforts. On comprend parfaitement aussi les contraintes que les entrepreneurs ont sur le terrain, notamment sur la partie financement, les limites budgétaires que certains ont, d'autres dans des contrées très reculées qui ont du mal parfois à avoir accès à ces services-là. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je vois de plus en plus, pour avoir été acteur de cet écosystème durant ces 12 dernières années, avant, on n'avait que des chambres consulaires, il fallait se déplacer dans les régions, dans les capitales régionaux pour pouvoir faire la procédure. Maintenant, de plus en plus, on a des structures déconcentrées, on a des pôles emploi dans les 47 départements. Il y a des guichets uniques qui sont mis. Et il y a même des programmes de l'État qui facilitent gratuitement. La DER l'a fait l'année dernière où c'était gratuitement formalisé plus d'un millier d'entreprises à l'échelle nationale où c'était gratuit. La formalisation leur était offerte. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas l'information. Mais il y a des mesures incitatives aujourd'hui qui sont faites pour aider les entrepreneurs à avoir accès à ce service-là. Et comme je l'ai dit, on va continuer à travailler avec tous les acteurs pour pouvoir voir comment on peut mieux lever les contraintes et donner plus d'opportunités aux entrepreneurs. Parce qu'in fine, c'est ça. La question de la formalisation versus fiscalité, c'est très difficile pour certains. Mais pour moi, c'est un mal nécessaire. Si vous aspirez et vous êtes entrepreneur dans l'informel, ça peut marcher, ça peut continuer à marcher. Mais demain, si vous voulez grandir et que vous voulez avoir structuré l'activité économiquement, financièrement, avoir des partenaires techniques et financiers, il faudra se formaliser. Et après, il y a un dispositif. Il y a des efforts, il faut le reconnaître. Le Sénégal a ratifié a promulgué il y a quelques années la Startup Act. Et dans la Startup Act, il est défini qu'une startup, une entreprise naissante à caractère innovant dans les 3 premières années peut bénéficier, sur demande, bien sûr, je précise, d'un certain nombre de services, notamment l'allègement, y compris même l'accès à un fonds spécial dédié
au développement des startups. La loi, elle est là. Il y a des initiatives qui ont commencé à se mettre en place. Il faudrait peut-être que nous autres acteurs, et vous entrepreneurs, en tout cas les porte-voix des entrepreneurs, qu'on puisse continuer ce plaidoyer-là afin qu'elle soit encore à 100% effective, que beaucoup d'entreprises puissent en bénéficier. C'est difficile. C'était plus difficile il y a 10 ans, 12 ans que maintenant. Il y a des avancées. C'est encore difficile, mais il faudrait peut-être qu'on pousse pour qu'il y ait plus d'initiatives de facilité pour les entreprises. Et nous sommes là pour ça. En tout cas, et je vais terminer par là, USAID Entrepreneur Investissement et travaille dans ce sens, dans cette promotion-là, et ne ménagera aucun effort pour qu'aujourd'hui vous ayez accès à l'information, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse vous faciliter l'accès à la formalisation. S'il y a des gens qui le veulent, inscrivez, revenez vers nous, envoyez-nous des emails, on pourra voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, notamment sur la base de données. Vous remercierez, terminer juste par dire que c'est important malgré les difficultés, c'est important de se formaliser et qu'aujourd'hui, ça ouvre la voie à d'autres opportunités dans le cadre du développement de vos activités et nous vous encourageons fortement pour le faire. C'est ce message-là que je partage, sur lequel je vais terminer et peut-être laisser faire la synthèse afin qu'on puisse clôturer. Merci. Ok. Merci beaucoup, Papa. Et comme certains d'entre vous le savent déjà, cette activité est une donc activité que nous organisons pour développer l'esprit entrepreneurial et aussi pour encourager les entrepreneurs à vraiment faire recours aux services de conseil aux entreprises pour se professionnaliser et pour pouvoir se développer. Donc, aujourd'hui, c'était sur la formalisation. Il y aura une autre masterclass encore sur la formalisation et qui sera beaucoup plus spécifique. Donc, nous avons une série de masterclass pour toutes les composantes, que ce soit la composante inspiration, qui est surtout pour tout ce qui est idéation, que ce soit la composante service de conseil aux entreprises qui tend donc à délivrer des services de qualité aux entreprises. Donc, c'est la composante que dirige PAP. Et il y a la composante investissement. Donc, nous allons faire vraiment le tour de toutes ces composantes pour faire des masterclass et vous pouvez toujours vous joindre à ces activités. Le 24 août, nous serons avec la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et avec Wotiko pour un webinaire qui va porter sur la préparation à l'investissement et au pitch. Et la séance du pitch sera encore délivrée par PAP. Donc, nous vous invitons vraiment à nous suivre à travers nos réseaux sociaux. Et si vous avez des besoins précis qui sont liés à l'accompagnement technique, vous pouvez toujours nous envoyer des emails via l'adresse email que nous avons partagée. Encore merci à tous. Merci pour vos contributions, questions. Nous allons partager avec vous l'enregistrement du webinaire. Merci et au revoir. Merci, au revoir à tous. Nous allons partager avec vous l'enregistrement du webinaire.